Rendez-vous spirituel, une émission de prière et informe des activités des groupes de prière charismatiques. Animateur, Luc Dorsey. Des problèmes, il y a des souffrances ou à en tirer. Pas de personne qui peut aider. Alors, bonsoir chers amis auditeurs, c'est votre serviteur Luc Dorsey qui vous accueille à l'émission de ce soir, tous les samedis, Rendez-vous spirituel. Nous saluons nos super branchés, notre fidèle auditrice sur le web, notre sœur Jacqueline Barthélémy, sœur Ruth Barthélémy, et tant d'autres. J'ai l'impression qu'elle est toujours la première, sœur Jacqueline, sur Facebook, qui regarde son frère. Et une fois l'émission commence, elle est là. Et nous saluons tous les autres, toutes les autres qui vont brancher sur Facebook. Alors ce soir, nous avons une émission spéciale avec le docteur Abel qui va être avec nous. C'est un privilège. Nous allons accueillir la petite diva, notre collaboratrice Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous les auditeurs, les visites qui sont branchés ce soir. Et bonsoir à tous les fidèles techniciens de la radio, Scott et Lily. Ah ben oui, Willy est content. Hein? Salut ma belle, la princesse Michel. Bonsoir. Alors ce soir, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Et comme annoncé il y a cela 1 ou 2 semaines, chaque premier samedi, le docteur Abel Edmond, psychologue et sexologue, un fils de la communauté haïtienne qui a travaillé pas mal au Québec, et en Europe aussi, aux États-Unis, mais qui nous donne un peu de temps dans son temps pour partager son savoir avec nous. Alors c'est un privilège. Nous disons merci au Seigneur. Alors Michel, quel sujet que nous allons traiter ce soir? On va traiter un sujet d'actualité. Alors, le docteur Abel va nous entretenir sur la dépression. C'est un sujet qui s'est vasé en bon terme québécois. Mais oui, parce que de nos jours, nous entendons vraiment toutes sortes de choses sur la dépression. Et fort souvent, nos amis, ils ont interprété ça mal. Et en Haïti, des fois, ils disent c'est diable qui manger moun. Parce que mon doit avoir une dépression, ils disent c'est diable qui manger. Et pourtant, cette personne-là devrait aller voir un professionnel, un psychologue, et puis ce serait déjà réglé. Alors, nous sommes très très contents ce soir d'avoir le docteur Abel. Et Michel, comme à l'habitude, nous allons commencer par la prière, n'est-ce pas? Alors, c'est toi qui dois prier pour nous, pour demander à l'Esprit de venir prendre place à cette émission, de venir et donner la concentration à chaque cœur, et pour ne pas perdre ce que nous allons dire, ce que le docteur Abel va dire, et comme ça nous allons accueillir tout ça. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider à être disponible, disposé aussi pour entendre, pour appliquer ce que nous allons entendre. Alors invoquons le Saint-Esprit. Mon Seigneur, Esprit Saint, tu es Dieu. Nous te connaissons comme étant le consolateur,
mais aussi comme étant un feu dévorant. Nous demandons au feu dévorant de venir éliminer, écraser, détruire tout ce qui est dans notre environnement présent, actuel, qui nous empêche de nous concentrer, de nous connecter à ta parole. Et nous venons demander au Saint-Esprit de venir en nous, de venir nous envahir. Et que le fruit de l'Esprit soit en nous. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la paix. Esprit Saint, viens en nous, viens prendre toute sa place. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui est Seigneur, qui est Sauveur, et qui nous a envoyé, toi, le Saint-Esprit, pour nous aider, pour nous guider. Amen. Amen, 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 amen. Alors nous saluons tous nos super branchés, nous saluons Jacques, Victor qui nous regarde du côté d'Haïti, nous saluons notre frère Auguste qui nous regarde du côté de Maryland aux États-Unis. Et chers amis, c'est pour vous l'émission de ce soir. Après l'exposé du docteur Abel, eh bien vous pouvez appeler dans le 514-790-0251, 514-790-0252, 514-790-0253. Alors, je vais vous faire écouter une musique et après la musique, je vais introduire le docteur Abel et comme ça, il va commencer le sujet de ce soir. Écoutons d'abord la musique, oui, Mon ciel, sans Jésus, mon ciel est voilé, avec la petite diva de la musique évangélique de Montréal, Madame Sylvanie Pierre-Louis. Celui tout pour moi semble dur.
cadeau comme on sait. Heureuse et fière de Bon, les gars. témoigner Bon, les gars. le nom de Jésus en tout lieu. Oh, il est tout de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Regardons ce noble roi. Béni sois-tu, Seigneur. La sauce en mariée. Sans toi, mon ciel est voilé. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Avec ce sang bien-aimé, je le Nous saluons notre sœur Charité Gaspard, Léon. Ça fait longtemps, ma sœur. Nous t'aimons un nouveau printemps. En été, l'automne en un nouveau printemps. Alléluia. Amen. Merci Scov à la technique. Nous saluons notre sœur Charité Gaspard Léon qui nous regarde du côté d'Haïti aussi. Une sœur Madame Pégodamus. Et nous saluons aussi les gens qui nous regardent du côté de Port-au-Prince, Kobieski et Polynice. Chers amis, qui est docteur Abel Edmond? C'est lui qui va être là avec nous ce soir. Alors, docteur Abel Edmond est psychologue. Il a fait des études universitaires et des stages à Boston, à Québec, à Paris et à San Francisco. Il a mis au point des séminaires de gestion de stress offerts dans les milieux hospitaliers et dans les entreprises. Actuellement, il partage son temps entre le travail clinique en psychologie et en sexologie, les expertises psycholégales et les conférences à différents endroits du globe. Il est membre de l'Ordre des psychologues du Québec, de l'American Board of Sexology et du National Board of Forensic Professionals. Alors, c'est tout un cadeau, comme a dit notre sœur Alphonsine, d'avoir le docteur Abel Edmond avec nous tous les premiers samedis du mois. Alors, il est déjà en ligne. Docteur Abel, je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Luckner. Bon, qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir? Et bonsoir. Naturellement, bonsoir à Michel. Bonsoir à Scott. Et disons, ce soir, on va parler de la dépression, des causes, des manifestations, la manière de poser le diagnostic et également les abus de traitement. C'est rare de définir uniquement la dépression. On parlera des différentes sortes de dépression, des symptômes physiques qui y sont associés, des symptômes psychiques, des symptômes aussi au niveau social. On parlera naturellement du diagnostic selon les critères PSAV, des particularités symptomatiques pour les personnes issues de la culture haïtienne et les moyens disponibles pour arriver à un traitement de la dépression, sans oublier de parler de la prévention.
Alors, il vaut mieux toujours prévenir que de guérir. On parlera également de la prévention. Merci, docteur. Et dans vos salutations, vous avez oublié le directeur Willy Foch qui vous écoute religieusement. Et cher directeur, bonsoir, je vous salue. Alors, bonsoir à tous mes frères et mes sœurs. Bonsoir mes compatriotes, bonsoir mes concitoyens. D'abord, pour cette invitation. Et je vous assure que je tâcherai d'être à la hauteur de vos attentes. Pour y arriver, ça va être vos questions. N'hésitez pas à les poser aussitôt que j'aurai terminé la petite présentation. Bon, merci docteur, merci. Michel, tu voulais dire quoi, Michel? J'ai dit merci d'être là avec nous et puis de nous faire part un peu de ce que vous savez, de partager avec nous vos connaissances. Ah. Ok, on va essayer. Vous savez, fonctionner correctement, un équilibre dans ce monde, ça prend différentes sphères. Il y en a le côté physique, le côté psychique, mais on n'oubliera plus le côté spirituel. Alors, j'ai retrouvé dans un écrit qui date d'à peu près une quinzaine d'années, dans un livre où j'ai mentionné que l'équilibre de l'être humain passait par différentes parties, entre autres, naturellement, le physique, il faut être là encore, il faut être aussi présent au niveau physique. Mais il faut aussi qu'on ait un sens à notre vie, et c'est ce qui nous aide avec également notre programme. Alors, ce soir, nous allons d'abord distinguer, avant d'arriver à une définition de la question, il faut d'abord distinguer. C'est quoi l'inquiétude? C'est quoi la peur? C'est quoi l'angoisse? C'est quoi l'anxiété? Parce que souvent, les gens ont tendance à confondre, c'est quoi le stress? Ils ont tendance à confondre ces différentes notions. D'abord, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est une préoccupation par rapport à une incertitude vis-à-vis d'un danger qui est probable. Exemple, vous attendez à ce que votre conjoint et votre conjointe arrivent à la maison vers, disons, 6h30 pour le souper. Et rendu 10h, il n'est pas arrivé, il a eu un coup de téléphone de ça. Donc, naturellement, vous êtes inquiet ou inquiète. Vous allez tourner en rond, vous allez faire des scénarios, vous allez imaginer, mais c'est un peu normal. Ça a duré longtemps. Ça, ce n'est pas de la dépression. C'est quoi la peur? La peur, c'est une réaction adrénaline soudaine et envahissante qui va avoir un pic rapide et qui va descendre aussi rapidement. Parce que, imaginez que vous ouvrez une porte soudainement et il y a un chien méchant et que vous ne vous attendiez pas à avoir un chien. Naturellement, vous allez avoir peur. Naturellement, il va y avoir une grande quantité d'adrénaline qui va être pompée dans votre sang pour vous donner l'énergie pour faire face à cette peur, pour gérer cette peur. Il y a aussi l'angoisse. L'angoisse qui était très... il y a une trentaine d'années, un peu moins maintenant. C'est un serrement, c'est une boule dans la gorge. Ce sont des maux de tête. C'est le manque d'air, l'hyperventilation et c'est la peur de mourir. Alors, quand je travaillais aux urgences, il m'arrivait souvent de rencontrer des personnes en hyperventilation. Alors, ça cherche l'oxygène, ne trouve pas, et la peur d'en manquer, la peur d'en mourir, les met dans un état de panique totale. Alors, c'est la panique anxieuse. Et maintenant, vous n'avez qu'à regarder la télévision, vous allez voir quelle réaction qu'un être humain peut avoir quand il est en manque d'oxygène. Alors, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est une réaction physique incluant des palpitations, de l'augmentation de la pression
sensorielles, avec des réactions émotionnelles, une irritabilité, une impatience, des problèmes au niveau cognitif, difficulté de la mémoire, au niveau du comportement également, avec l'insomnie. Alors, l'anxiété, c'est un phénomène très répandu, surtout dans les pays occidentaux. Nous, en Haïti, notre anxiété va dans le sens beaucoup plus primaire. C'est la crainte de ne pas pouvoir trouver quoi à bouffer une journée. C'est la crainte de ne pas avoir le petit cola d'huile de cuisson, de ne pas avoir la tasse de riz et les épices pour se faire à manger. Ça peut être anxiogène. Mais ici, l'anxiété est complètement différente, comme vous le savez. Alors, si par exemple, vous êtes un membre de la diaspora, ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas entendu parler de votre famille en Haïti, vous allez penser à être inquiet. Vous allez vous poser toutes sortes de questions. Vous allez vous demander bon, qu'est-ce qui est arrivé, surtout par les temps qui courent. Vous allez avoir toutes sortes de peurs. Mais ça reste, n'est pas encore de la dépression. C'est tout à fait normal. Si par exemple un de vos enfants est en instance de séparation ou de divorce, vous ne savez pas qui va avoir la garde des enfants, qui vont être obligés de passer par le tribunal, et ça soit le verdict du juge qui restera à la maison, non. Alors, c'est tous des éléments anxiogènes, mais ce n'est pas encore ça la dépression. Vous pouvez avoir un sentiment de persécution au travail avec un patron qui est raciste et qui nous dit bah, « t'es pas content, achète-toi un billet de retour chez vous. Et chez vous, allez chez vous dans de telles circonstances. » C'est pas toujours évident. Donc, quand on se trouve entre l'arbre et l'écorce comme cela, souvent ça amène des sentiments d'anxiété. On est déchiré. Et ce n'est pas encore la dépression. Alors, ces choses-là vont susciter de l'angoisse, de l'insomnie, des larmes, du chagrin, mais ce n'est toujours pas de la dépression. Alors, la dépression dont je voudrais vous parler. Alors, Monsieur Luthner, est-ce que vous avez un commentaire? Je poursuis ou... Alors, vous pouvez poursuivre. Et moi, je trouve c'est extraordinaire ce que vous dites. Et je suis en train de prendre des notes parce que moi, là, juste avec ce que vous venez de dire, inquiétude, la peur, l'angoisse, l'anxiété, moi, le commun des mortels, je croyais que c'était déjà la dépression. Et je suis en train d'apprendre que ce n'est pas ça la dépression. Alors, poursuivez, j'ai hâte de savoir c'est quoi la dépression exactement. D'accord. Alors, dans la dépression, vous savez, depuis que le monde est monde, la dépression existe. Il y a, à la minute qu'il y a une psyché, à la minute qu'il y a un corps, qu'il y a des variations de l'humeur, qu'il y a du chagrin, qu'il y a de la peine, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des ruptures, des déchirures, des pertes, il va également avoir de la dépression. Dans la Grèce antique, la dépression a surtout été associée à la mélancolie, qui elle-même était liée à la bile noire, pouvant obscurcir la pensée et les émotions de l'être humain. Alors, quand nous, en Haïti, on pense que quelqu'un a des problèmes au niveau mental, au niveau psychologique, on dit que c'est un zombie que vous voyez soumis. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'être humain essaie toujours de trouver des explications pour essayer de comprendre quelque chose qui n'arrive pas à saisir à première vue. Alors, cette notion de mélancolie a traversé des siècles jusqu'à ce que la psychopathologie moderne
amène des distinctions entre la dépression primaire et la dépression secondaire, ou encore entre la dépression endogène et la dépression situationnelle. Alors, s'il y en a qui ont fait les cours au niveau médical, nursing ou psychologique, ils se souviendront, surtout si leur cours date d'un certain nombre d'années, ils se souviendront qu'on parlait de dépression endogène versus dépression situationnelle. Il ne se fait plus maintenant. On va retrouver ces appellations-là dans les livres de psychologie qui datent un peu. Maintenant, on va plutôt parler des troubles de l'humeur. Et dans les troubles dépressifs généraux, nous retrouvons le ralentissement psychomoteur, l'appauvrissement de l'affectivité, la perte d'intérêt, la tristesse et surtout l'autodépréciation associée à une douleur morale peut conduire dans ces cas extrêmes jusqu'aux tentatives de suicide et même jusqu'au suicide. Alors, la dépression, c'est son sens, c'est grave. Ça peut aller jusqu'à la destruction de l'être humain. Alors, quand on nous appelle, alors ça fonctionne de la manière suivante. Dans un hôpital, il va y avoir un département de psychiatrie et de santé mentale. Et la personne va d'abord arriver à la salle d'urgence, va voir le médecin de garde. Et le médecin, voyant que la problématique est plus du côté psychique, va nous adresser une demande de consultation. Là, on arrive, on évalue la personne, et en bout de ligne, ça peut arriver qu'on trouve que c'est une personne qui est dangereuse pour elle-même ou pour autrui. C'est là que les recommandations de garder la personne hospitalisée peuvent suivre. Mais regardons maintenant les critères d'évaluation au niveau de la dépression acute. Il y a des critères précis, il y a des critères au niveau du type de symptômes, du nombre de symptômes, de la durée de ces symptômes et de la personne porteuse de ces symptômes. Est-ce que cette personne a déjà eu des antécédents par rapport à des maladies mentales? La personne peut avoir déjà fait une psychose. La personne peut avoir déjà eu une schizophrénie. Est-ce que la personne a des problèmes physiques? Des problèmes physiques l'amenant à prendre des médicaments divers et que ces médicaments ont des effets secondaires qui ressemblent à des symptômes de dépression. Est-ce que la personne vit dans un environnement particulier? Est-ce que la personne est en mesure de prendre soin d'elle-même? Est-ce qu'elle est en mesure de prendre soin de sa famille, de ses obligations personnelles? Est-ce que la personne est sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue? Est-ce que la personne est persuadée qu'on lui a acheté un sort et ça touche principalement notre communauté? Est-ce que la personne est sous l'emprise d'un Wanga ou encore d'une magie? Tout ça rentre en ligne de compte avant d'arriver à poser un diagnostic. Alors, quand j'étais stagiaire à l'Hôtel-Dieu de Paris, on avait la chance de voir des personnes d'origine diverses. La personne d'origine arabe ne va pas exprimer son désespoir de la même manière que la personne d'origine vietnamienne, ou encore que la personne d'origine antillaise, ou que la personne d'origine d'Europe de l'Est. Donc, il y a toutes ces particularités qu'il faut prendre en compte quand on doit poser un diagnostic. Alors, vous êtes toujours là, Oui, je vous écoute attentivement. Bon, d'accord. Alors, quand une personne au travail
commence à s'isoler, quand on fuit la compagnie des collègues, quand nous ne nous présentons pas à la salle de café prétextant qu'on n'a pas le temps, quand en réunion nous devenons peu loquaces et que nous pesons et nous sous-pesons tout ce que les autres disent avec défiance, nous souhaiterions à la rigueur que les règles rapidement changent, que les discussions ne se fassent pas et que nous trouvons que tout devient inutile. Alors, et que c'est plus facile de critiquer, de blâmer un tel plutôt que de reconnaître notre propre descente aux enfers, on est déjà sur la piste. À la maison, les personnes jadis ordonnées avec des documents bien classés à la bonne place, qui commencent à avoir des fouillis sur leur bureau, elles prennent du retard, perdent des documents importants, et elles constatent aussi l'apparition de la procrastination. Vous savez, ça veut dire la personne qui remet toujours à plus tard, à demain, la chose qui doit être faite. Quand vous êtes toujours à la dernière minute, quand vous êtes toujours en retard, quand la clientèle avec laquelle vous travaillez découvre que vous êtes impatient, que vous avez des oublis, que vous ne faites pas preuve d'indulgence, que vous êtes toujours fatigué, alors ce sont des indices qu'au niveau du travail, que ça ne va pas bien, il y a peut-être de l'épuisement professionnel qui peut éventuellement déboucher sur la dépression majeure. À la maison aussi, les signes de dépression se manifestent parce que le courrier reste en plan pendant plusieurs jours, ce qui entraîne des conséquences. Les factures sont payées en retard, les créanciers envoient des lettres de rappel, les pénalités s'accumulent. L'enthousiasme à se rendre à son ordinateur pour lire les courriels a considérablement diminué. En fait, cet ordinateur qui a figé la dernière fois parce qu'il avait été fermé trop vite ou d'une façon inappropriée, ne s'allume plus. Les courriels engorgent la mémoire disponible et quand on retourne à l'ordinateur, les réponses aux messages sont brèves ou remises à la semaine prochaine ou encore aux 4 jeudis. À la maison, au salon, à la cuisine, la poussière qui s'accumule et qui est repoussée dans les coins, la vaisselle jadis étincelante après un repas empile dans l'évier, les repas autrefois élaborés avec plaisir sont réduits maintenant au surgelé, glissés nonchalamment dans le four à micro-ondes. Les changements d'habitude alimentaire détruisent l'appétit, les mets étant moins alléchants, on mange moins et on perd du poids. Souvent, même la moitié du repas aboutit dans les ordures ménagères ou dans les plats du chien. Un bon repas serait bienvenu, mais on n'a pas le courage de cuisiner. On dirait que quand le cœur n'y est pas, les talents culinaires s'envolent en fumée. Dans la chambre à coucher, le lit est de plus en plus défait. On passe beaucoup plus de temps à torturer les oreillers ou encore à passer les draps plutôt que de bien dormir. Donc, à ce moment-là, il faut commencer vraiment à se poser les questions parce que quelque chose va mal. Au niveau social, c'est la même chose. On ne veut plus voir les amis. On commence à leur dire qu'on n'est pas là alors qu'on est là. Tout nous énerve. On ne fait plus nos activités sportives. Le temps devient un facteur crucial. La nuit qui devait nous permettre d'aller chercher un repos salutaire et faire le plein d'énergie devient de plus en plus agitée. Elle est trop courte ou trop longue. Nous regardons le réveil matin heure après heure et nous nous décourageons déjà de la fatigue qui affectera la journée à venir. Alors, avant d'en parler ouvertement
un professionnel de la santé. Nous prenons des initiatives personnelles. Par exemple, nous commençons à consommer des somnifères vendus en vente libre qui font effet pendant quelques semaines. Il y a aussi les tisanes calmantes. Et là, leurs effets calmants ou hypnotiques ne seront que de courte durée. Alors, graduellement, la symptomatologie dépressive prend forme et se consolide au fil des jours. La fatigue, l'insomnie, les difficultés de concentration, l'irritabilité grandissante jusqu'à la perte de goût et de l'intérêt, les larmes, la tristesse, le sentiment d'inaptitude par rapport au travail prennent de l'ampleur. Les taux se resserrent autour de nous. Il y a les courbatures, les céphalées de tension plutôt, une vision embrouillée et ça commence à aller très mal. Un beau jour, nous éclatons en sanglots, mais pas en présence de la bonne personne. Humiliés, nous tentons de nous excuser, mais le même scénario se reproduit le jour suivant. Et là, on est bien obligé d'aller voir un professionnel de la santé. Et dans notre système de santé, la porte d'entrée, c'est la médecine familiale. Vous allez voir votre médecin de famille, vous lui expliquez votre situation et je vous donne un petit conseil. Quand vous allez voir un médecin ou un professionnel, ne commencez pas à lui poser le diagnostic vous-même. Docteur, je pense que je suis en burn-out. Docteur, je pense que j'ai un problème de personnalité. Docteur, je pense que je suis en psycho. Docteur, je pense que je suis en... Ce que vous avez à faire, c'est d'écrire les symptômes. Dites comment vous vous sentez et laissez-lui l'opportunité de faire son travail, de poser son diagnostic. Il a des critères qu'il va suivre. Et si 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout se suit et il va pouvoir poser son diagnostic. Alors, voici la liste des symptômes utilisés pour le diagnostic de l'épisode dépressif majeur. Un sentiment de tristesse durant la plus grande partie de la journée, ou presque chaque jour, une diminution marquée de l'intérêt ou de plaisir pour les activités antérieures appréciées. Cette perte d'intérêt ou de plaisir va se manifester presque toute la journée et chaque jour. Une baisse significative de poids alors qu'on ne suit aucun régime amaigrissant, ou une augmentation de poids, ou encore une diminution, une augmentation de l'appétit presque tous les jours, des changements dans les habitudes de sommeil se manifestant sous forme d'insomnie ou d'hypersomnie presque tous les jours. Hypersomnie, on dort. Une agitation psychomotrice ou un ralentissement psychomoteur presque tous les jours, une fatigue et une perte d'énergie presque tous les jours, un sentiment d'inutilité ou une culpabilité excessive, injustifiée presque tous les jours, et une difficulté marquée dans l'habilité de penser, de se concentrer, ou une difficulté de prendre des décisions presque tous les jours. Et des pensées récurrentes portant sur la mort, le suicide, sans nécessairement avoir un plan spécifique pour poser un geste suicidaire. Alors, à mesure que tous ces symptômes existent, et depuis plus que 2 semaines, et vraiment, vous êtes presque handicapé au niveau de votre travail, au niveau psychique parce que ça ne va pas bien dans la tête, au niveau social parce que vous n'avez pas le goût de voir des gens, vous n'avez pas le goût de socialiser, alors là, il s'agit d'une dépression majeure. Et cette dépression peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, amener jusqu'à des gestes très graves. Dans notre évaluation, dans un cabinet de psychologue, on va d'abord vous identifier qui vous êtes, votre âge, vos antécédents. Est-ce que vous avez des maladies physiques, des maladies
psychique antérieurement? Est-ce que vous prenez des médicaments? On va regarder votre histoire familiale. Est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui ont déjà souffert de tels symptômes? On va regarder votre relation de couple, votre adaptation au travail, vos relations familiales, vos relations sociales. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous prenez plaisir à vous retrouver avec vos amis? Est-ce que vous avez des loisirs? Pratiquez-vous du sport? Est-ce que ça va bien à votre travail? Est-ce que vous consommez du café, de l'alcool? Est-ce que vous consommez des drogues qui peuvent agir sur votre système nerveux? Est-ce qu'il y a des événements précipitants? Par exemple, dans notre communauté haïtienne maintenant, il y a beaucoup de stress post-traumatique. Les gens dorment d'un œil parce qu'ils ne savent pas ce qui peut les arriver. Et les enfants vont à l'école, ils ont peur de voir des pneus brûlés à droite et à gauche ou encore des cartouches. Donc, ils vont avoir des cauchemars le soir, ils vont avoir du stress post-traumatique et des adultes également. Alors, pour finir, on va faire notre examen mental, on va savoir vraiment, on va observer si votre verbal correspond à vos mouvements, à vos gestes, si tout va dans le même sens. On peut arriver à faire des tests objectifs, on peut arriver à faire des tests projectifs, on peut arriver à faire des tests cognitifs, des tests intellectuels. On va regarder s'il y a du ralentissement au niveau psychomoteur, s'il y a de la tristesse, s'il y a une perte d'intérêt, s'il y a une dévalorisation. Vous savez, j'ai constaté que chez nous, si quelqu'un a honte, si quelqu'un se sent dévalorisé, si quelqu'un se sent moins que rien, si quelqu'un se sent diminué, si ça l'amène à avoir des larmes incontrôlées, si ça l'amène à perdre l'appétit et commence à dire « je me sens vraiment inutile, je me sens régné » et qui dit qu'on me culpabilise, on ne vous culpabilise pas. Quelqu'un peut tenir des propos culpabilisants à votre endroit, mais c'est vous-même qui, si vous donnez de l'importance à ce que c'est dit, ça vous culpabilise. Quelqu'un ne peut pas vous allez vous culpabiliser vous-même. Alors, et c'est là qu'on arrive à ce carrefour qu'on appelle la dépression majeure, qui peut amener toutes sortes de choses, de la violence envers autrui, de la négligence vis-à-vis des membres de notre famille, des erreurs au niveau de notre travail. Et il y a des professions où on ne peut pas se permettre de faire trop d'erreurs parce que ça va être catastrophique pour autrui. Et là, il faut parler de traitement. Le traitement va être d'abord, si vous allez voir un médecin généraliste, lui, il a 20-30 patients dans la journée, il le voit et il prend sa petite liste, il pose son diagnostic en fonction du DSM-4 ou DSM-5 et écoutez, le traitement qui est proposé, c'est d'abord un antidépresseur et il y en a qui vous disent on va vous référer en psychothérapie et d'autres pas. Donc c'est à vous de voir. Alors, il va avoir souvent un traitement médicamenteux, mais doit de toute manière associer à un traitement psychothérapeutique si vous voulez que ce traitement dure. Dans ce traitement, on va essayer de voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez être. D'abord, reprendre les forces, reprendre votre appétit, votre sommeil, reprendre vos activités sportives. Ça peut prendre à peu près, je vous dirais, une douzaine de rencontres comme ça. Découvrir vos distorsions cognitives, les pensées fautives qui vous amènent à agir de manière inadéquate, mettre de l'ordre dans votre psychique, apprendre à vous affirmer, apprendre à mettre vos limites, comprendre que d'être en bonne santé n'est
signifie pas ne pas être malade. Quand on dit en Haïti, on dit pas si mal. Alors, le fait de ne pas être malade ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Être en bonne santé, c'est de vivre de façon épanouie, physiquement, psychologiquement, socialement, et je dois ajouter, après vous avoir bien entendu, et retourner dans mes racines aussi, spirituellement. Alors, c'est ce que j'ai à vous dire, grosso modo, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers compatriotes, mes chers concitoyens. Alors, j'attends votre question. Bon, alors, merci beaucoup, docteur Abel Edmond. Merci à chaque personne qui était à l'écoute, qui sont toujours à l'écoute. Alors, chers amis, moi j'ai déjà beaucoup de questions. Alors, je vais laisser à Michel de poser des questions. Peut-être elle va libérer sa ligne. Et comme ça, si les auditeurs veulent poser des questions au docteur Abel, qui est psychologue et sexologue, qui vient de nous donner un sujet extraordinaire. Alors, docteur, sans vous flatter, c'est pour la première fois que j'entends un sujet qui vient me chercher comme ça. Et vraiment, il y a tellement de choses que je ne savais pas. Bon, c'est sûr, c'est normal. J'ai jamais eu la chance d'ausculter ou bien de consulter un psychologue, mais j'ai lu des livres des psychologues. J'ai appris. Mais ce soir-là, avec ce que vous venez de faire, là, j'ai appris tellement de choses. Et j'espère que les auditeurs, auditrices aussi ont appris. Alors, Michel, oui, docteur, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, frère le Père, je voulais vous dire, écoutez, vous savez, on peut écrire des textes, on peut enseigner à l'université, mais la partie psychologie clinique, c'est quelque chose de très particulier, dans le sens que vous devez avoir ce sens-là d'être en communication, de comprendre, de suivre le mouvement de la personne, de saisir, d'avoir de l'empathie. Et ça, ils font faire 20, 30, 40, 50, 60, 200, 500 évaluations dans les urgences. Coupez l'autre ligne. Alors, docteur Abel, et il y a un retour de son. Est-ce que vous avez un appareil de radio auprès de vous? Le téléphone seulement. Okay. J'étais peut-être trop près. Ok. Alors, là maintenant... Oui, ça va. Oui, ça va, oui. Il y a un retour de son. Est-ce que vous avez un appareil de radio auprès de vous? Non, il n'y a pas d'appareil de radio. Ok. Alors, oui, vous pouvez continuer maintenant. D'accord. Oui. Ok, alors c'est ça, c'est ce que j'avais à dire. Alors, c'est très, très, très bien. Alors, chers amis, et Michel, est-ce que Michel est là? Oui, je suis là. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Dr Abel? Oui, j'en ai, mais avant de... Ok, à vous. Allô, Michel? Est-ce qu'on a perdu Michel? Allô? Oui, maintenant. Oui, vous avez une question pour le docteur Abel? Bon, ok, on avait perdu Michel. Ok, allez-y avec votre question. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Je veux tout d'abord remercier le docteur Abel. Ah, je n'entends pas, par contre. Ok. Pour ce bel exposé. Attends. Tout ce qu'on a... Alors, attendez un instant, le docteur Abel n'entend pas. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la technique. Ok, c'est bon. Vous pouvez toujours me traduire la question. Hein? Ok, on va voir maintenant. Est-ce que l'auditrice va parler maintenant? On va voir. D'accord. Oui, allô? Oui, vous êtes en ordre. Ok. Je disais tout à l'heure que je veux remercier le docteur pour le partage. Et ensuite,
par rapport à ce qu'il a dit, je voulais tout simplement souligner quelque chose. Effectivement, la dépression, on pense souvent que c'est un apitoiement sur soi, que la personne ne veut pas, n'a pas de volonté. Mais je veux tout simplement souligner que la dépression, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Et je pourrais même dire que c'est le cancer de l'âme. Parce que si quelqu'un dit qu'il a le cancer, par exemple un cancer du poumon, on va avoir de la compassion envers cette personne-là. Tandis que quand quelqu'un souffre de dépression, on pense que c'est parce qu'il n'a pas de volonté. Et on dit souvent, des fois, on dit tout de mêler le secours. Alors moi, la question que j'ai pour le docteur, à cause de tout cet sujet tabou, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas en parler de ce problème-là. Et si nous, on remarque chez quelqu'un qu'il a une difficulté ou un trouble qui présente les signes de dépression, comment on peut aider cette personne-là à aller chercher de l'aide? Très bien. Est-ce que vous avez entendu, Dr Abel? Très peu. Ok. Très peu. Alors, je reprends. Et devant, c'est comme pour certaines personnes, c'est un sujet tabou. Ils ne veulent pas aller chercher de l'aide. Comment peut-on aider une personne qui vit la dépression à trouver de l'aide? Bon, alors d'abord, il faut savoir quel degré de dépression. Est-ce que la personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui? Si la personne est dangereuse pour autrui, il faut sortir du cadre amitié, personnel, il faut passer par des instances policières ou 911 ou autres pour que quelqu'un puisse rentrer en contact plus au niveau légal. Si la personne est dangereuse pour elle-même, il faut prendre un moyen pour que la personne arrive à l'urgence ou qu'il rencontre un professionnel pour qu'on puisse se garder à l'hôpital. Mais pas tout, la plupart du temps, ce n'est pas à ce stade-là. Et par ailleurs, chaque personne, c'est-à-dire un frère de l'Église, un confrère de travail, un parent, un ami, on peut toujours aider à notre niveau. Toujours. Alors, c'est d'abord de faire comprendre à la personne qu'on est là, qu'on tient à elle, qu'on est à sa disposition, et que si elle en a besoin, elle n'a qu'à faire appel à nous et on va prendre toutes les dispositions. Donc, il ne faut jamais aller trop vite. Il faut laisser à la personne l'opportunité de nous inviter à rentrer sur son territoire, de ne pas forcer la note. Si on essaie de forcer la note, la personne va nous compter des blagues et finalement on ne saura rien du tout. Donc chacun, alors pour répondre plus précisément, chacun peut aider à son niveau. Des fois, ce n'est pas le plus grand professeur de psychiatrie ou le docteur en ceci ou en cela qui est l'aide la plus appropriée. Des fois, ça peut être un ami qui accepte de venir passer la journée, de te faire à manger, de te parler, ou encore de faire une petite promenade, d'essayer de faire sortir au moins cette tristesse qui peut être l'aide, disons, la plus immédiate et la plus efficace avant d'arriver à un professionnel. Chacun peut aider à son niveau dans un sens d'humanité, de rapprochement d'une personne humaine vis-à-vis d'autres personnes humaines. C'est très bien. Alors, il y a une ligne qui est libérée, 514-7900-251, 514-7900-252, 514-7900-253. Alors, moi j'ai une question. Et tout ce que vous venez de dire, docteur, c'est sûr que l'émission va être sur Facebook et ensuite sur la page de l'émission Rendez-vous spirituel sur YouTube. Et peut-être les gens peuvent aller réécouter. Vous venez de dire de
très très bonne chose qu'on ne peut pas vraiment garder tout et un seul coup là. Alors, où est-ce qu'on peut trouver, je sais que vous écrivez plusieurs livres, est-ce qu'il y a un livre qui résume tout ça, où on peut trouver tout ça là-dedans? Et est-ce qu'on peut trouver ce livre où? Ah, ma foi. Bon, écoutez, je pense qu'il y a au moins 2 livres, on peut, c'est-à-dire, il y a plein de livres. Il y a plein de livres sur le développement personnel, sur la dépression. Il y a des livres qui portent un peu plus sur l'ésotérisme. Il y en a qui portent beaucoup plus sur le côté médico-médical, c'est-à-dire au niveau du cerveau, les neurotransmetteurs qui ne font pas tout à fait bien leur travail et qu'il faut corriger avec les médicaments. Mais ce qu'on doit regarder, c'est que la dépression peut avoir différentes sources, différentes origines. On ne peut plus distinguer, je reviens sur la notion de vie, on ne peut plus distinguer, dire ben, c'est physique ou bien c'est psychique ou c'est social. Il y a maintenant une interaction entre tout cela. Donc on doit prendre ça globalement. Le traitement doit être d'ordre bio-psychosocial. Et si vous trouvez un livre qui voit ça de cette manière aussi globale, aussi large, considérez que c'est un bon livre. Si vous voyez que c'est fermé, soit c'est bloqué dans un sens et que ça ne regarde pas les autres aspects, il faut vous en méfier un peu. Alors, dans les livres que j'ai écrits, il y a le Travailler sans y laisser sa peau, il y a un chapitre qui est consacré. Je pense que le stress au travail également doit avoir un chapitre qui a été consacré. Mais j'ai plein de confrères, il y a plein de psychiatres, il y a plein de psychologues, il y a plein de psychothérapeutes qui écrivent de très bons livres. Il faut prendre le temps de regarder et voyez si c'est pas trop sectaire. Si ça touche, si ça englobe tous les aspects, c'est un bon livre. Si vous voyez que ça reste bloqué sur un seul secteur en négligeant tous les autres, méfiez-vous-en. Voilà, ça c'est très 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 bien. Par exemple, dans tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut trouver le livre Travailler sans y laisser sa peau sur Amazon? Oui, j'ai vu. Alors, voici, Monsieur Lippert. Ce qui est arrivé, c'est que ce livre a été édité une première fois par Corps, ça a été réédité par Corps, et ils m'ont demandé d'autres chapitres, mais je pense que je pense consacrer beaucoup plus aux enfants qui question de donc j'ai dit non. Donc on a arrêté la production de ce livre. Il y a dans chaque librairie au Québec, on peut en trouver, lire sur place. Mais dans une librairie, je ne sais pas. Donc, allez soit sur Amazon, pour les personnes, oh mon Dieu, pour les personnes qui sont du côté de l'Europe, c'est à la SNAC, mais encore du côté des livres usagés. J'ai quelques copies, j'avais écrit une boîte à la fin que j'ai fait moi-même. Donc j'ai quelques copies que on peut faire de temps en temps, mais c'est tout ce que je peux dire par rapport au bouquin. Peut-être que ça va être édité une autre fois, mais pour le moment, c'est pas disponible de Ok. Et on a une dernière auditeur ou auditrice, parce que le temps nous file. Moi, j'ai tellement de questions, mais je ne vais même pas poser mes questions.
Et c'est maintenant les auditeurs commencent à appeler, mais c'est l'heure. Il nous reste juste 2 minutes. On va prendre, il y a 2 auditeurs, on va juste prendre un seul. Et puis, Scott, il y en a quelqu'un en ligne? Ok. Alors, bonsoir. 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 Oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre approche? Parce que dès que les gens commencent à prendre des médicaments, ils doivent prendre ça toute la vie. Est-ce qu'on a déjà essayé une autre approche autre que les médicaments? Oui, certainement. Certainement, il y a, posons que quelqu'un n'a pas de médicaments, mais vraiment pas de médicaments, la personne peut aller vers la psychothérapie. Le problème, c'est que les médicaments, c'est bien plus facile. On paye un peu, on a nos pilules et on les prend pendant un mois. La psychothérapie, c'est un travail beaucoup plus profond, avec un professionnel qui est très entraîné pour faire ça, qui va nous comprendre, qui va saisir d'où on est parti, pourquoi on pense de cette façon-là, comment faire pour enlever ces pensées qui sont néfastes. Des fois, on va utiliser l'hypnose, on va utiliser la relaxation, on va utiliser des actions thérapeutiques, amener la personne à faire des activités sportives, à socialiser. Et peut-être juste une petite chose, si vous trouvez quelqu'un n'a pas le goût d'avoir du plaisir dans quoi que ce soit, ne veut pas écouter de la musique, ne veut pas rire, ne veut pas discuter de façon agréable avec ses amis, alors, dans ce temps-là, dans une psychothérapie, on va travailler pour que cette personne puisse arriver à faire ces choses-là. On appelle ça des antidépresseurs psychosociaux. Il y en a qui sont médicamenteux, mais il y a des psychosociaux. Et ce travail-là se fait dans le cadre d'une psychothérapie. Ou encore, si on n'a pas les moyens, ça va être un accompagnement autre, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de nos groupes de référence, que ce soit au niveau de nos groupes spirituels, etc. On peut toujours aider à son niveau. Le médicament n'est pas suffisant. Merci, docteur Abel. On nous fait signe que c'est tout le temps qu'on avait. Et on ne sait pas comment vous remercier pour ce sujet extraordinaire, extraordinaire. Alors, les amis, vous pouvez réécouter l'émission sur YouTube. Et peut-être dans 2 jours, on va mettre ça sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir réécouter et partager l'émission avec d'autres personnes, d'autres personnes. Et je vous invite à partager l'émission. Ça va aider énormément dans notre communauté. Docteur Abel, on a juste 15 secondes pour le dernier mot. Eh bien, le dernier mot, c'est vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Alors, commencez à faire du sport. Faites du sport 3 fois par semaine. Mangez bien, dormez bien, voyez vos amis, prenez soin de votre spiritualité. Et déjà, vous allez être sur la bonne voie. Affirmez-vous, ne portez pas le poids de tout le monde. Et essayez d'être heureux pour le petit bout de temps que nous avons à passer sur cette terre. Et c'est notre devoir, personne ne le fera à notre place. Alors, bonne chance. Merci, docteur Abel Edmond. Et je ne sais pas comment vous remercier. Alors, à la prochaine pour le premier samedi du mois de juin. Alors, merci, docteur Abel. C'était émission Rendez-vous spirituel. Tout de suite, restez des nôtres. Willy Forge va être live sur Facebook pour les nouvelles d'Haïti avec les invités d'Haïti. À la semaine prochaine. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences éco-privées sont interdits. Les déplacements entre régions sont